Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur ce plateau spécial de Burkina Info pour parler sécurité au Sahel. Les chefs d'État du G5 Sahel se sont retrouvés à Paris le 13 décembre dernier aux côtés du président Emmanuel Macron de la France et de certains dirigeants des pays européens du Golfe à une réunion de soutien au G5 Sahel. Le royaume Arabie Saoudite a annoncé une contribution de 100 millions de dollars. Objectif de ce rendez-vous, accroître la mobilisation au profit du G5 Sahel sur les plans militaires, politiques et financiers. Ce 9 décembre marque les 3 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. 3 ans justement pour parler de l'évolution de cette force conjointe, ses défis aussi bien sécuritaires que financiers. Alors comment réunir les 250 millions d'euros nécessaires à la force dans un premier temps et 423 millions d'euros par la suite pour ces 5 pays considérés parmi les plus pauvres du monde. Tout cela on en parle et on en débat avec nos invités. Je m'en vais vous présenter. Je vais commencer par ma droite, le colonel à la retraite Lona Chalwatara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre de la Commission défense et sécurité. Tout à fait. En face de vous, nous avons Dr Justine Koulidiati Kilem. Bonsoir. Bonsoir. Coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Et enfin à l'extrême gauche, Juvenal Somé. Bonsoir, qui est un confrère. Vous vous intéressez principalement aux questions sécuritaires. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, on va revenir sur la genèse de ce G5 Sahel qui a été créé, on le rappelle, le 16 février 2014 en Mauritanie et s'est doté d'une convention le 19 décembre 2014. 3 ans donc que cette force existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette force conjointe, honorable? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la force? Oui. Eh bien, d'abord qu'elle regroupe 5 pays, que sont le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et puis le Mali. Et donc, le but, c'est de mettre en commun les forces armées pour pouvoir faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre asymétrique, c'est-à-dire face à des djihadistes. Bon, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec cette notion de guerre asymétrique que nos différents responsables se plaisent à vouloir décrire. C'est une guerre asymétrique, ce qui se passe dans le Sahel? Je ne crois pas trop. Okay. Il faut se souvenir que le Burkina Faso a eu à faire la guerre par 2 fois dans cette zone, enfin, pour des velléités de conquête de notre territoire par le Mali d'abord en tant qu'État, et par la suite aujourd'hui, donc d'abord de 1974 à 1977, le premier conflit qui a éclaté pour le contrôle de la mare de Soum. À l'époque, c'était le Mali qui revendiquait notre territoire, une partie de notre territoire. Je me suis battu à l'époque en tant que jeune lieutenant, en 1974. Le problème est revenu sur le tapis en 1985, où d'ailleurs nous avons perdu une bonne partie de notre agachère. Alors, selon vous, ce que vous dites, ce sont des velléités indépendantistes qui se passent dans cette région-là? Plutôt, c'est-à-dire des velléités d'occupation du terrain par des groupes ethniques qui veulent leur autonomie ou leur indépendance. Alors, cette force conjointe de G5 Sahel devrait-elle exister, oui ou non? Pardon? Cette force conjointe de G5 Sahel devrait-elle exister? Est-ce qu'elle devrait exister? Ah oui, aujourd'hui, face à la faiblesse de nos armées respectives, peut-être qu'il est absolument indispensable, il était indispensable que ensemble les 5 armées se mettent ensemble pour partager un certain nombre de services, notamment les renseignements militaires, la logistique, parce que pris individuellement, à l'exception du Tchad, de l'armée tchadienne, je ne vois pas une de nos armées qui est capable de faire face
une charge logistique importante. Donc, partage la logistique, partage surtout du feu, de l'appui feu aérien, que probablement la force Barkhane contribue. Voilà, etc. etc. On va revenir justement sur la force Barkhane et les multiples forces qui sont dans le Mali. Alors, Madame Kielem de la plateforme des femmes du G5 Sahel, est-ce que la mise en place de cette force conjointe G5 Sahel résulte de l'incapacité des pays membres, des pays concernés à assurer la sécurité dans les pays respectifs? Bon, je vous remercie. Moi, je ne suis pas des forces de défense et de sécurité, hein, je suis civile. Tout ce que je peux dire au regard de l'importance de la bataille que nous observons et de son étendue au plan spatial, des replis stratégiques que nous observons lorsqu'on les traque d'un côté, ils vont de l'autre côté, il est hors de question de penser qu'un pays à tout seul puisse s'opposer à cela. Il faut une collaboration, il faut, dans tous les sens, comme il a dit, pour pouvoir contenir et efficacement et résoudre cette question. Est-ce que dans ce schéma, on a besoin de tous les pays? Bien entendu qu'on a besoin. Bien entendu qu'on a besoin de tous les pays. Au-delà des 5 pays qui ont des difficultés, que sont le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, pourquoi le Cameroun ne viendrait pas soutenir cette... Parce que on dit que lorsque ta case brûle, hein, le vent peut emporter. Hein, sur ton toit, si tu ne résous pas. Alors comment comprendre justement que l'Algérie ne soit pas impliquée justement dans cette force conjointe-là? Bon, ça c'est une question très spéciale qu'il faut diriger ça à d'autres personnes. La question de l'Algérie est une question qui me dépasse. Hein, et je ne vois pas très souvent parler de la question de l'Algérie, tout en sachant bien que l'Algérie, naturellement, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on en parle. Je venais assommer justement l'exclusion de l'Algérie, ou est-ce que l'Algérie s'est mise en retrait de la force conjointe vis-à-vis justement de ce bras de fer qui l'oppose avec la France? Oui, je pense que l'Algérie a décidé de ne pas s'impliquer justement dans le G5 Sahel pour des raisons qui lui sont propres, hein, évidemment. Du reste, votre question n'est pas anodine. Hein. L'Algérie, c'est un grand pays de la sous-région. Le colonel apparaît du Tchad. L'Algérie est l'un des pays de la sous-région, en tout cas de la zone, qui, avec le Tchad, évidemment, constitue, je dirais, l'un des grands pays en termes même d'infrastructures militaires et de capacités opérationnelles. Et bien entendu, ce n'est pas un hasard si le retrait plus ou moins volontaire de l'Algérie, évidemment, préoccupe un certain nombre de pays, notamment membres du G5 Sahel. Est-ce que c'est la conséquence d'une défiance entre l'Algérie et la France, ce retrait de l'Algérie? Une défiance, bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a un contentieux, il est vrai, entre l'Algérie et la France qui ne date pas d'aujourd'hui. Et bien entendu, il va de soi que l'Algérie aussi, qui, il ne faut pas l'oublier, a connu aussi le terrorisme hein, durant les années 90, donc à sa propre histoire, sa propre relation avec le terrorisme, et qui aujourd'hui souhaite évidemment se mettre en retrait. Et bien entendu, cela complique davantage un peu la tâche aussi aux pays membres du G5 Sahel, parce que les Algériens estiment avoir évidemment subi pas mal aussi dans leur histoire avec les questions du terrorisme. Ils estiment évidemment aussi avoir déjà contribué à une sorte aussi d'opérationnalisation des mécanismes d'intervention contre les terroristes. Donc, ils ont un certain nombre de revendications, en plus du fait qu'évidemment, hein, ils revendiquent un leadership qui est, il ne faut pas aussi le nier, régional ou sous-régional. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font que l'Algérie aujourd'hui ne veut pas évidemment s'impliquer dans ce G5 Sahel. Et malheureusement, ça fait partie aussi des difficultés avec lesquelles il faut composer et avec lesquelles aussi cette force, ce G5 Sahel évidemment doit apprendre, à mon avis, à avancer, quand bien même les choses sont aussi difficiles que le souligner. Alors justement, les pays concernés par le G5 Sahel sont restés amorphes face à la situation, sont restés mous face à la situation du Mali. Aujourd'hui, ces dirigeants embarquent le pays dans une guerre qu'on pouvait éviter selon vous? Est-ce que la guerre aujourd'hui que les États concernés du G5 Sahel mènent, est-ce que ces États pouvaient éviter cette guerre-là? Est-ce que
ces États concernés par la force conjointe du G5 Sahel, ces 5 pays du G5 Sahel, du G5, pouvaient éviter la guerre dans laquelle ils sont empêtrés? Ils auraient pu éviter en préparant la guerre avant, c'est-à-dire en se préparant à la guerre. Je vous l'ai dit, c'est un problème qui remonte de longtemps, avant même que cette notion de djihadisme arrive. Il y avait déjà une contestation de nos frontières, mais qui émane aussi du fait que, c'est l'histoire un peu, c'est-à-dire le fait que nous ayons hérité d'un État jacobin laissé par l'esprit jacobin français, hein, okay, où le centre est hyper développé par rapport aux périphéries. Les régions qui sont à la périphérie ne sont pas développées, donc l'enclavement des régions, le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructures sociales de base développées dans les régions, alors ça amène forcément... les motivations sont plus sociales? Les motivations de ces groupes armés? Oui. Les motivations elles sont plus sociales que religieuses, parce qu'on parle de djihadistes, de terroristes. Tout est là. Si vous n'avez pas d'infrastructure sociale de base adéquate pour éviter que la jeunesse ne tombe dans l'endoctrinement, évidemment, l'endoctrinement religieux, ça fait une contagion et ça recrute énormément. Donc, ça veut dire que nos États auraient dû déjà, et peut-être que devraient toujours, faire attention. C'est pour cela que c'est une bonne chose que le gouvernement actuel ait pensé à un programme spécial de développement pour cette zone-là. Le Sahel burkinabé. Voilà. Il faut continuer, il faut penser aussi à d'autres régions qui sont frontalières et essayer de développer, d'étendre ce type de programme spécial à d'autres régions pour éviter, parce que si on attend que le foyer se développe sur un côté, il a le temps, comme Madame a dit tout à l'heure, n'attendez pas que la maison du voisin ait fini de brûler parce que ça fait tache d'huile sur vous. Donc c'est pareil. Alors il y a donc ces aspects de développement qui n'étaient pas maîtrisés. Ensuite, il y a le fait que l'impréparation militaire, parce qu'une armée doit se préparer à tout moment. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des hostilités pour commencer à se préparer. À mon avis, moi je tire 2 leçons. La première, c'est la première guerre que nous avons eu à mener avec l'État malien. Deuxième guerre par la suite. Si l'État malien a été effacé mis de côté remplacé par l'organisation des Touaregs, c'est-à-dire l'Azawad, ce mouvement-là, ça veut dire que c'est un mouvement qui peut se retourner contre le Burkina Faso, le nord du Burkina Faso, qui fait partie pratiquement intégrante avant la colonisation de la même zone, si vous voulez, ethnique. Donc, il y a eu un manque de préparation de notre part, pas forcément ces régimes, non. C'est depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, Madame Kilem, les programmes, les opérations pour contrer la menace terroriste s'appuyent toujours sur l'aspect sécurité. Est-ce que vous pensez qu'avec la force conjointe G5 Sahel, elle pourrait revenir plus sur la dimension développement? Merci, mais je voulais déjà ajouter quelque chose par rapport à la question que vous venez de poser. Okay. Je voulais seulement insister sur le fait que si vous voyez une recrudescence de ces extrémistes-là, ce n'est pas forcément l'arme religieuse. La religion n'est qu'un outil qu'on utilise.
C'est vrai qu'en toile de fond, nous avons tout ce qui tourne autour de l'idéologie, nous avons les questions économiques qu'il ne faut pas négliger, il y a les problèmes communautaires, entre communautés, etc., etc. Donc, l'arme religieuse est souvent utilisée comme un outil en réalité. C'est ça. Qui fonctionne bien, et apparemment. Qui fonctionne bien, mais qui finira par ne plus fonctionner, je pense. Alors, je pense que les questions fondamentales portent effectivement sur les questions de résilience. Lorsque vous êtes responsable d'un développement et que vous n'assurez pas le développement de façon équitable, par finir, les gens finissent par ne plus supporter cette inéquité. Ils finissent par se révolter d'être des laissés pour compte. Comme il le dit, que entre les zones qui sont développées et les zones qui ne le sont pas, à l'intérieur des zones, ce qu'on appelle au niveau intra, même des zones, il y a des gens qui bénéficient plus que d'autres. Et d'une manière générale, il y a des gens qui, un petit noyau, qui réussissent et les autres sont des laissés pour compte. Ça ne peut pas continuer. Mais Jacques Fournier l'a dit, à un moment donné, les gens vont décider d'aller mourir du coup et refuser de mourir à petit feu. Donc, il faut que ça soit préparé. Il y a tout ce qui tourne autour, bien sûr, de la bonne gouvernance. C'est ça. Okay. S'il y a une mauvaise gouvernance qui ne permet pas l'équité, un accès équitable aux ressources, et c'est un problème. La corruption, tout ça. C'est un problème. Les gens voient ce qui se passe la nuit se déroule sur les toits. Les gens finissent par savoir et par se révolter. Donc c'est le bon comportement déjà. Si je prends le côté infrastructure, sans infrastructure, on ne peut pas se développer. Et naturellement, du côté de la plateforme et de la force conjointe, moi déjà, je veux déjà insister sur une question. Partout où je reviens du Niger, alors, sur la route, lorsque je rencontrais les gens, oh, palagada. Mais les femmes, elles sont rapides, hein. Le G5 est créé quand il y a déjà une plateforme des femmes. Qu'est-ce qu'elles vont aller foutre là-bas? Et il y a un qui a osé me dire, vous irez au front? Je dis, mais bien sûr. Vous allez porter des épaules de lui, mais pourquoi pas? Mais pas contre vous. Bon, on pense que la femme n'a pas sa place dans le comité de défense et de sécurité. Non. Je pense que si vous regardez aujourd'hui, si les gens vont vous dire de façon au fond des choses, les meilleures personnes qui donnent les renseignements, ce sont les femmes policières. Est-ce que la force conjointe est plus spécifiquement portée sur l'aspect sécurité? La force conjointe, oui, l'aspect sécurité, mais défense aussi. Okay. Mais ce que je veux qu'on s'entende, la défense et la sécurité ne sont pas les premiers éléments qui... la première arme qui va résoudre ce problème. Hein. Okay. On va les repousser, mais si on ne résout pas les questions de résilience, de pauvreté, d'équité, quel que soit ce qu'on fait, ça va revenir. C'est là que vous intervenez. Moi, en tout cas, je suis là. La plateforme des femmes. Bien sûr, naturellement. Alors, Juvenal Soumbe, est-ce que justement le format des forces amies des pays concernés est adapté justement à la menace terroriste? Est-ce qu'il est adapté à la menace terroriste? Je ne saurais le dire. Je pense que, par contre, tout ce que je peux dire, c'est que aucun pays à lui seul aujourd'hui ne peut lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Et c'est se méprendre de croire que voilà, le Burkina ou je ne sais pas, le Mali à lui seul peut efficacement, évidemment, apporter une réponse adéquate au terrorisme, étant entendu que le terrorisme aujourd'hui a pris des formes qui aujourd'hui obligent les États eux-mêmes, évidemment, à développer d'autres initiatives. Hein. Dans les années 70 ou 80, le terrorisme, voilà, on s'apparentait à un épiphénomène. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous prenez le profil des terrorismes, croyez-moi, c'est des docteurs, c'est des ingénieurs, c'est tout ce que vous voulez. C'est des gens qui sont capables, évidemment, de piloter un avion. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des ingénieurs en informatique. Le terrorisme aujourd'hui a pris des formes qui obligent, comme je l'ai dit, les différents États, évidemment, à s'adapter, en plus du fait qu'ils demandent aussi beaucoup de moyens. Donc, les États ont tout intérêt à coopérer, parce que pendant longtemps, certains pays ont cru qu'ils étaient à l'abri, évidemment, du terrorisme, mais ils ont été rattrapés par la réalité des événements, qui a prouvé qu'il faut une mutualisation des forces, des énergies, des intelligences. Finalement, est-ce que mettre toutes ces forces ensemble, c'est une bonne formule? C'est une bonne, ça me semble être une bonne formule. Maintenant, comment ça marche, ça c'est autre chose. N'oubliez pas que le G5 Sahel, ce n'est pas à lui, ce n'est pas une nouveauté. Il y a beaucoup d'autres mécanismes qui existent déjà. Hein. Il y a la force en attente de l'Union africaine qui a été créée, qui a du mal évidemment à se mettre en œuvre. Donc, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui existent sur le continent africain. Le voilà G5 pourquoi. Sahel s'intéresse justement à la partie du Sahel, Mauritanie, Niger.